Bonjour à tous et bienvenue dans Chine-Afrique, votre émission sur Global Africa dédiée au décryptage des relations sino-africaines. Aujourd'hui, au cœur de la discussion, c'est la Russie, notre acteur majeur sur le continent africain. Et qui mieux pour en parler que mon invité, David Teutry. David, bonjour. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Vous êtes docteur en géographie, maître de conférence à l'Institut catholique d'études supérieures, directeur de l'Observatoire français des BRICS, auteur du livre « Russie, le retour de la puissance », publié chez Duno, pour laquelle vous avez reçu le prix Albert Thibaudet décerné par l'Académie des sciences morales et politiques. Tout à fait. Félicitations. Merci. Votre livre s'appelle « La Russie, le retour de la puissance ». Donc, vous analysez comment la Russie, malgré le déclenchement de la guerre en Ukraine, les sanctions occidentales, elle a réussi à retrouver sa place sur la scène mondiale, un peu comme un acteur majeur géopolitique. D'abord, quelle était sa stratégie et notamment, quel rôle joue l'Afrique dans cette résurgence? Oui, alors le retour de la puissance, c'est forcément donc un retour par rapport à quelque chose du passé. Hein, et donc l'idée, le livre en fait, il a été publié dans une première version fin 2021, quelques mois avant le début de la guerre en Ukraine. Hein, donc il a ensuite maintenant en poche chez Duno, effectivement il est ressorti en 2024 dans une version actualisée. Mais dans les deux cas, l'idée c'est d'analyser le retour par rapport à un déclin qui a eu lieu très fortement dans les années 90. Comme on le sait, à la suite de la chute de l'URSS. Donc ce retour, il est par rapport à la fin de l'URSS. Et l'idée, ce n'est pas de considérer qu'il y a un retour aussi de la même manière que l'était l'URSS. L'URSS était une superpuissance et elle avait en face d'elle une autre superpuissance qui était les États-Unis. Il est bien évident que la Russie actuelle ne pourra pas retrouver cette position à l'échelle internationale parce qu'elle ne elle n'a pas le potentiel pour redevenir une puissance aussi importante que l'URSS, premièrement. Et puis deuxièmement, parce qu'on est dans un monde multipolaire, avec la montée en puissance extrêmement forte et impressionnante de la Chine, bien entendu, mais de l'Inde aussi, des BRICS, on en reparlera peut-être. Et donc, et les élites russes en sont conscientes. De cet aspect, bien entendu, et elles souhaitent jouer un jeu, leur jeu dans ce monde multipolaire, et ça fait de nombreuses années qu'elles militent pour la prise en compte de cette multipolarité. Hein. Elles estiment que l'Occident refuse de prendre en compte le fait que le monde serait multipolaire. Sur l'Afrique, il faut bien dire que dans les années 90, l'Union soviétique avait une politique africaine assez ambitieuse qui était largement liée au processus de décolonisation. Dans les années 90, il y a eu un retrait très très fort de la Russie en Afrique. En réalité, la Russie s'est retirée un peu de l'ensemble du monde, hein, s'est repliée sur elle-même pour différentes raisons, mais avant tout parce qu'elle était en crise. Et l'Afrique était vraiment devenue périphérique dans ses priorités. Les priorités de la Russie, c'était essentiellement son voisinage proche, hein, ce qu'on appelle son étranger proche, les ex-républiques soviétiques. Depuis une dizaine d'années, et encore plus depuis 5-6 ans, on a, là aussi, on peut utiliser le terme de retour, puisque la Russie réinvestit l'Afrique, et avec quelque chose qui est assez étonnant, parce qu'au début de la guerre en Ukraine, beaucoup d'analystes ont dit là, la Russie, elle est dans ce conflit en Ukraine, c'est extrêmement lourd pour elle, et donc elle va devoir se retirer du reste du monde parce qu'elle aura trop à faire avec l'Ukraine. Et en fait, ce qu'on observe depuis ces 3 ans, pratiquement 3 ans, et ces derniers mois, c'est une accélération du retour de la Russie en Afrique. Donc il y a quelque chose là d'assez étonnant. Vous avez utilisé le mot « milite ». Et là, en Afrique, je pense qu'on voit que c'est une vraie manifestation militaire qu'on voit de la Russie, notamment par rapport à ses coopérations sécuritaires. C'est le premier fournisseur d'armes en Afrique, contrairement à la Chine, qui est le premier partenaire commercial du continent, qui illustre, je pense, les divergences de vision pour les deux acteurs et l'Afrique. Donc, pourquoi la Russie favorise les coopérations militaires?
Alors, donc il y a plusieurs raisons. Il y a une raison assez opportuniste, en tout cas liée au point fort des deux puissances, la Russie et la Chine. La Chine a une capacité, une puissance industrielle désormais, c'est la première puissance industrielle mondiale. Elle a besoin d'énormément de ressources pour alimenter sa croissance économique et donc elle a besoin y compris des ressources africaines. La Russie, elle, n'a pas cette puissance. C'est une puissance industrielle aussi, assez importante d'ailleurs, souvent sous-estimée en Occident, mais elle a assez peu besoin de ressources africaines. Dans certains secteurs, c'est le cas. Par exemple, dans la production d'aluminium, le géant de l'aluminium Rusal russe se fournit partiellement en Afrique, mais c'est plutôt des niches, hein, ce n'est pas quelque chose de massif. Donc la Chine construit son partenariat avec l'Afrique, y compris en termes de développement, de construction d'infrastructures, parce qu'elle a besoin de ces ressources, mais aussi parce qu'elle a la capacité à la fois industrielle, mais aussi financière, de pouvoir apporter, je dirais quasiment clé en main, des infrastructures aux pays africains. La Russie, elle a des capacités moindres, à la fois industrielles et financières. Donc elle ne peut pas se permettre de jouer sur le même terrain que la Chine en Afrique. Par contre, on le sait, elle a hérité d'un complexe militaro-industriel important et dans lequel elle a réinvesti depuis 15 ans à peu près des moyens financiers importants. Et en plus, ce sont des armements qui sont en général, en termes de qualité-prix, assez compétitifs. Donc, ils rencontrent justement les besoins de beaucoup d'États africains qui n'ont pas forcément des moyens très importants, mais qui vont avoir des besoins qui sont à peu près en lien avec ce que peut offrir la Russie. Ensuite, donc, on voit bien que c'est pas forcément un choix. En fait, c'est simplement le fait que la Russie joue sur ses points forts, hein, qui sont liés à la stratégie militaire et à ce statut de... avant le conflit en Ukraine, la Russie était le deuxième exportateur d'armes au monde, hein, après les États-Unis. Donc ça fait partie de ses points forts. Alors, et ça implique aussi que ce qui est intéressant, c'est que l'Afrique est un continent qui s'inscrit dans le partenariat plus global entre la Russie et la Chine, et que dans l'ensemble, bien sûr, il peut y avoir des divergences et des pays dans lesquels il y a une certaine concurrence. C'est inéluctable entre deux pays, hein. En fait, il y a pas chaque pays a ses intérêts. Et voilà, il y a pas, souvent, c'est un peu oublié, ça aussi en Occident. Les Européens, il y a les élites européennes qui donnent l'impression qu'on pourrait avoir des intérêts communs entre puissances, ce qui peut être le cas, mais n'est jamais systématique. Et donc finalement, il y a une relative complémentarité entre la Chine et la Russie parce qu'elles jouent sur des terrains un peu différents. C'est ça que je voulais analyser, un peu décrypter, c'était justement comment la Russie et la Chine arrivent à jouer chacun leur stratégie sur le terrain africain et aussi comment les Africains pourraient profiter au maximum un peu de cet intérêt. Oui, alors donc effectivement, on voit bien hein, que ce que j'ai essayé de décrire rapidement, hein, c'est-à-dire une Chine qui est capable de construire des infrastructures assez rapidement et massivement. On sait que, alors côté occidental, il y a souvent des critiques en disant oui, mais c'est une forme de néocolonialisme. En fait, la Chine fait un peu ce qu'on avait fait, on s'installe en Afrique, elle prend les ressources et puis elle construit certaines infrastructures. Ça, c'est de bonne guerre, je dirais, hein. Chaque puissance essaie de critiquer les concurrents. Mais pour l'instant, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a certains pays dans lesquels il y a aussi des critiques internes à ces pays, notamment du fait des questions d'endettement. Et du fait que ces infrastructures, parfois, pourraient être éventuellement surdimensionnées. Donc il y a dans le partenariat entre la Chine et l'Afrique un certain nombre de problématiques, mais pour l'instant, de ce que j'en comprends, moi, globalement, les pays africains sont plutôt positifs dans ce partenariat et il y a une montée en puissance qui se poursuit
de la part de la Chine. Alors pour la Russie, et ça c'est une montée en puissance qui dure quand même depuis au moins 2 décennies, c'est-à-dire c'est continu et ça prend de l'ampleur et voilà, c'est un processus long, je dirais. Pour la Russie, comme je le disais tout à l'heure, c'est plus récent, en tout cas c'est un retour. Donc il y avait certains jalons. Hein. Sur quoi peut s'appuyer la Russie en Afrique? Elle peut s'appuyer déjà sur le passé, sur le fait que l'Union soviétique a participé, aidé les mouvements de décolonisation et formé une Par partie... l'exploitation aussi de sa pensée, n'est-ce pas? Sa idéologie marxiste-léniniste. Voilà, donc cette idéologie qui, elle peut dire, voilà, moi, en tant que Russie héritière de l'Union soviétique, je peux capitaliser sur le fait que dès les années 20, en fait, dès la révolution russe de 1917 et les années qui suivent, l'Union soviétique s'est positionnée comme une puissance anticoloniale. Donc c'était l'une des premières puissances. Hein. Et puis, puissance anticoloniale qui était relativement plus, disons, claire, plus, voilà, c'était assez plus structurel que par exemple les États-Unis. Souvent on dit que les États-Unis étaient aussi une puissance anticoloniale, puisque voilà, ils critiquaient les Européens sur l'empire colonial, mais en même temps c'était le principal allié de ces puissances coloniales. Donc il y avait une ambiguïté américaine qui n'était pas présente pour l'Union soviétique. Et puis une fois la décolonisation à peu près achevée, l'Union soviétique a formé dans ses universités une partie, pas forcément très importante, mais une partie des élites africaines. Et une partie d'entre elles, soit encore au pouvoir, soit en tout cas, il y a les souvenirs de ces liens avec l'Union soviétique. Donc elle a joué sur ces réseaux-là, qui sont encore en partie existants. Et puis il y a encore des étudiants, par ailleurs, africains, qui se sont formés tout au long des années 90-2000. C'était moins important, mais ça ne s'est pas tari. Et puis la Russie, depuis une dizaine d'années, là encore, a relancé le système de bourses et d'universités, d'études universitaires pour les Africains. L'autre aspect, il est, on l'a dit, militaire, parce que la Russie, en fait, s'est implantée en Afrique du Nord, plutôt l'Afrique du Nord et l'Afrique centrale, sur des coopérations sécuritaires, en se présentant comme une alternative aux Occidentaux, et en disant, voilà, moi je vous offre un partenariat un peu différent, et qui potentiellement sera plus efficace que ce qui a été réalisé par les concurrents occidentaux. Plus efficace et puis peut-être dénué des aspects idéologiques, au sens où la Russie ne donne pas de leçons de droits de l'homme, ne se positionne pas sur les questions de gouvernance. Donc en fait, en gros, vous faites ce que vous voulez chez vous. Vous pouvez être une démocratie, une dictature militaire ou un régime autoritaire. Nous, ce n'est pas notre problème. On coopère avec tout le monde et on ne s'occupe pas de la politique intérieure. Justement, sur ce point-là, on dit dans les médias occidentaux que la Russie parfois joue sur cet sentiment anti-français. Et en fait, ces coopérations militaires en Afrique contribuent à déstabiliser la France de l'extérieur et de l'Europe. Mmh. Oui, alors, bon, ça c'est un point qui effectivement est extrêmement mal vu à Paris, c'est le fait que la Russie en fait s'implante, alors comme on l'a dit, entre Russie et Chine, pour l'instant ça reste plutôt complémentaire, y compris en termes géographiques en partie, parce que la Russie est plutôt, je le disais, implantée en Afrique du Nord, Afrique sahélienne et Afrique centrale, et la Chine, elle est un peu présente partout par ailleurs, mais c'est plutôt l'Afrique australe, l'Afrique de l'Est, dans laquelle elle a ses intérêts les plus importants. Donc finalement, même au niveau géographique, on a vu en termes de secteurs de coopération, mais aussi au niveau géographique, c'est relativement complémentaire. Par contre, par rapport à la France, la Russie s'installe à peu près dans ce qu'on appelait le précaré français. Donc là, c'est très mal vu à Paris. Et souvent, on accuse la Russie, alors ça peut être les paramilitaires russes, anciennement Wagner, ça peut être les réseaux informationnels ou de désinformation, selon le point de vue. C'est évident que ça joue
voilà, c'est un facteur. Mais mon analyse, c'est que, et je pense qu'elle est de plus en plus partagée, c'est que c'est exagéré, ou plutôt, il ne faudrait pas que les élites françaises ne se remettent pas en cause, c'est-à-dire disent, bon voilà, c'est la faute à la Russie, donc nous, on a fait tout ce qu'on pouvait, c'était bien, la coopération était équilibrée, mais manque de chance, il y a la Russie qui est venue sur notre terrain. En fait, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, la crise toute récente, enfin la crise dans la crise, je dirais, parce que là, ça fait plusieurs années que la France est dans un déclin très rapide en Afrique. La crise avec le Tchad, récemment, les échos qu'on en a, c'est que ce n'est pas une question russe, c'est que c'est plutôt la perception par les élites du Tchad d'une forme d'arrogance française. Donc on a un peu l'impression que la France, en fait, fait le travail toute seule, si je puis dire, et que la Russie en profite, bien entendu. Parlons du BRICS maintenant, parce que là, le 30 novembre 2024, Donald Trump a écrit un message, une déclaration menaçant les BRICS, les membres du BRICS, de droits de douane de 100% s'ils affaiblissent le dollar. Alors, c'est Donald Trump, donc tout doit être pris avec une grain de sel. Mais est-ce que c'est un signe que le futur président des États-Unis est méfie à prendre en compte au sérieux ce que représente le BRICS? Oui, en tout cas, ça montre que les BRICS, dont on parlait relativement peu il y a encore quelques années, ce groupement, voilà, est devenu quelque chose qui compte sur la scène internationale et que, y compris, le président élu américain s'inquiète des tendances à l'œuvre, puisque les BRICS travaillent depuis plusieurs années à la dédollarisation, avec deux grandes modalités. La première qui est déjà mise en place ou qui se met en place, c'est l'utilisation croissante des monnaies nationales. En l'occurrence, quand même, beaucoup le yuan chinois, mais pas seulement. Et puis la deuxième, qui serait encore plus menaçante en fait pour les États-Unis, c'est la création potentielle d'infrastructures financières concurrentes, notamment du SWIFT, et donc finalement la création d'un système financier international parallèle au système centré sur les États-Unis. Alors, effectivement, Donald Trump, il a ces déclarations à leur porte-pièce. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la campagne électorale, il avait plutôt affirmé que la politique de sanctions de l'administration Biden était contre-productive parce que, justement, elle commençait à menacer les positions du dollar. Et puis là, maintenant qu'il va bientôt arriver au pouvoir, on a l'impression qu'il va en faire plus encore. C'est-à-dire, il dit, si vous commencez à ne plus utiliser le dollar, je vais vous sanctionner. Donc, c'est un peu contradictoire. Ceci dit, moi je pense que ces menaces, elles rentrent plus largement sur la question des droits de douane. On voit de toute façon que Trump veut appliquer des droits de douane, y compris au Mexique, au Canada, c'est-à-dire à ses propres alliés. Donc il y a une volonté de protectionnisme. Et le deuxième élément, c'est que là, pour le coup, c'est assez menaçant pour la Chine, parce que la Chine exporte massivement vers les États-Unis. Par contre, la Russie, qui est déjà sous sanctions extrêmement fortes, n'a quasiment rien à perdre à cette situation. Donc là, pour le coup, et de toute façon, de manière générale, l'arrivée de Trump est plutôt plus défavorable à la Chine qu'à la Russie. Est-ce que le BRICS est plutôt un outil économique? Pourrait-elle devenir un outil aussi diplomatique, ou est-ce que c'est déjà le cas? Oui, alors initialement, c'est un groupe qui est, d'ailleurs, qui a été, la création initiale, ça renvoie à un rapport d'un analyste financier américain qui avait regroupé les BRIC, grandes puissances émergentes, dans cet acronyme, et la Russie s'en est emparée, et ensuite, voilà, les différentes puissances émergentes ont voulu créer ce groupement, avant tout sur les questions économiques. Donc c'est une sorte de concurrent voilà, de structure alternative au G7. En gros, il y a le G7 d'un côté pour les puissances occidentales et alliées, et puis il y a les BRICS. Maintenant, c'est vrai que ça a pris une ampleur telle, on l'a vu avec le sommet à Kazan, qu'il y a une dimension de plus en plus diplomatique. En fait, il y a beaucoup de pays émergents, ils veulent y être. On ne sait pas trop ce
le contenu exact, etc., hein, parfois, mais il y a une dynamique autour de ça, et ça a forcément un impact diplomatique. Le seul exemple que je pourrais citer, mais il y en a d'autres, c'est que récemment, la Chine et l'Inde ont partiellement trouvé une entente partielle sur leurs frontières, et que c'est souvent attribué à la dynamique des BRICS. Juste pour quelques dernières questions là, j'aimerais qu'on aborde la relation sino-russe. On a une tendance à afficher la Russie et la Chine comme des amis profondes. C'est le mot qui a été utilisé par Poutine et aussi par Xi Jinping. Mais à votre avis, David Hotry, est-ce que c'est vraiment une amitié sincère entre la Chine et la Russie? Ou est-ce qu'il y a d'autres raisons? Est-ce que c'est une alliance stratégique? Comment vous voyez la relation russo-chinoise, sino-russe? Alors, c'est une relation très complexe parce qu'elle a un passé complexe. La Russie impériale, c'était à la fin du 19e siècle, a participé à des conquêtes territoriales aux dépens de la Chine, et notamment la façade pacifique de la Russie est en partie liée à ce processus de conquête. On sait que sous l'Union soviétique, il y a eu des tensions graves dans les années 60 entre l'Union soviétique et la Chine. Et donc, il y a eu une histoire assez difficile depuis un siècle entre les deux pays. Donc, et cette histoire-là, elle est dans les mémoires, du côté chinois évidemment, un peu du côté russe, peut-être un peu moins du côté russe. Côté russe, c'est plutôt, il y a eu plutôt assez, c'était notamment le cas dans les années 90 et au début des années 2000, la peur de l'immigration chinoise. C'était un thème qui est maintenant beaucoup moindre parce que, en fait, cette immigration, elle existe, mais elle est relativement peu importante en réalité. Maintenant, sur la période actuelle, je pense que dans les élites russes au pouvoir à l'heure actuelle, il y a une forme de sincérité sur la volonté de se rapprocher de la Chine parce que ça correspond à une vision du monde. Une vision du monde où ces élites, elles ont été extrêmement déçues par l'Occident. Elles considèrent que la Russie avait fait tout pour s'ouvrir à l'Occident dans les années 90 et que l'Occident a répondu par, pour faire simple, l'extension de l'OTAN aux dépens de la Russie. Donc elles veulent tourner une page et avoir des partenariats avec d'autres puissances, y compris la Chine. Maintenant, il y a une dimension aussi opportuniste et stratégique de la part des deux pays. La Russie fait face à l'OTAN en Europe, la Chine fait face aux États-Unis en Asie orientale. Et dans les deux cas, il y a des conflits. Il y a l'Ukraine pour la Russie, il n'y a pas seulement ça, mais il y a l'Ukraine. On sait qu'il y a Taïwan pour la Chine. Et donc les deux puissances sont solidaires face aux États-Unis dans un rapport de force où elles ont besoin l'une de l'autre. Dernière question. Alors, pour les experts occidentaux, l'Afrique était en train de devenir un théâtre d'une nouvelle guerre froide. Êtes-vous d'accord? Alors le terme de guerre froide, il est utilisé très couramment en ce moment. On parle de guerre froide 2. Hein. Bon, ça peut être utilisé, comme je disais tout à l'heure, on est dans un monde multipolaire. Donc c'est plus vraiment la guerre froide. Il y a une dimension un peu idéologique, mais elle n'est pas aussi forte qu'auparavant. Il y avait deux puissances, il y en a beaucoup. Et d'ailleurs, en Afrique, on a parlé beaucoup de la Chine et de la Russie, qui sont deux acteurs importants. Mais il y a par exemple un autre acteur extrêmement important, notamment toute l'Afrique du Nord, c'est la Turquie, hein, qui est extrêmement active. Et en fait, et vous avez d'autres puissances, le Brésil a une politique africaine, l'Inde est en train d'avoir de plus en plus une politique africaine. Donc c'est plutôt une concurrence des grandes puissances où l'Afrique joue un rôle qui sera sans doute de plus en plus important parce que c'est le continent de la croissance démographique, c'est là où il y a beaucoup de ressources et où il y a un fort potentiel. Mais je ne pense pas qu'on puisse parler véritablement de guerre froide 2, mais plutôt de concurrence des grandes puissances. Merci beaucoup David Hotry d'être venu aujourd'hui sur le plateau de Chine Afrique. Alors, et merci à vous de nous avoir suivis et j'espère que cet épisode vous avait plu. Merci beaucoup et à bientôt.